bienvenue à l'édition 2022 des Assises de la cybersécurité. Je vais dire un petit spécial bienvenue à la deuxième salle qui est en retransmission, parce que cette salle, pourtant, elle est bien grande, elle est remplie. Donc, pour les amis de l'autre côté, bienvenue aussi. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour 3 jours de prise de hauteur sur votre quotidien si complexe? J'attends pas la réponse, c'est oui. Mais plus sérieusement, chaque année, ici à Monaco, on vous propose un moment d'arrêt sur image, sur le quotidien, pour pouvoir repartir, recharger. Je ne commenterai pas du tout l'actualité récente de ces derniers mois, ce n'est pas mon métier, je laisserai nos experts parler de tout ça pendant ces 3 jours. Tout ce que je peux vous dire, c'est que oui, il est nécessaire, il est vraiment indispensable de s'arrêter pour cette édition des Assises et vous recharger pour la suite. Parce que votre quotidien, je l'ai dit, il est complexe. On a enchaîné une crise après l'autre en un temps super record, sanitaire, économique, géopolitique, énergétique. Je ne dirais pas la 5e, je ne vais pas vous porter la poisse. Maintenant, à tout ça, il y a nos chers attaquants qui sont de plus en plus professionnels. Alors, qu'est-ce qu'on fait face à tout ça? Bon, je n'ai pas les réponses et les meilleures technologies, vous les trouverez vous-même. Mais si je peux me permettre et vous donner évoquer une réponse, c'est que le bouclier dans tout ça, c'est vous. C'est la communauté cyber que depuis plus de 20 ans se réunit, main dans la main, partenaires, invités. Vous avez travaillé pour traverser tous ces défis. Eh bien, il faut continuer, prendre l'énergie et aller de l'avant. En tout cas, au nom de toute l'équipe de DG Consultants, je peux vous dire que nous sommes très motivés pour vous aider à faire ça, très motivés ici à Monaco, mais aussi à Paris pour nos rendez-vous du cercle ponctuels. Donc, comptez sur nous, on s'accroche et on va y arriver. Et maintenant, il est temps de démarrer cette belle édition et j'ai le plaisir d'accueillir en scène Son Excellence, Monsieur le Ministre d'État de la Principauté de Monaco, Pierre Dartout. Bien, bonjour à tous. Le premier mot d'abord, ça sera pour vous remercier d'être présent ici en Principauté. Aujourd'hui, comme cela a été dit, nous avons vécu quelques années difficiles du fait de la pandémie et les événements qui étaient organisés à Monaco n'avaient pas la dimension qu'ils avaient avant. Même si vous avez été fidèles au cours de ces 2 dernières années, que personnellement j'avais pu assister avec beaucoup d'intérêt à vos travaux l'an dernier. Mais enfin, cette 22e édition, d'après ce qui m'est dit, est un très grand succès, parce que je crois qu'il n'y a jamais eu autant de participants, presque 3000, avec 1250 invités, 1250 exposants, plus tous les autres, les journalistes, les experts, et vous allez pouvoir échanger sur des sujets qui sont bien sûr extrêmement importants, qu'ils le sont de façon constante depuis de nombreuses années, mais qui prennent un relief tout particulier aujourd'hui avec les crises géopolitiques que nous connaissons. Alors, comme cela a été dit, vous êtes accueillis dans un amphithéâtre qui est très grand, et puis il y en a d'autres qui assistent aux travaux par retransmission dans d'autres salles. Sachez que la Principauté a décidé d'élargir le Grimaldi Forum et qu'à partir de 2025, nous aurons 6000 mètres carrés supplémentaires à proximité de l'eau, puisque ici, comme vous l'avez vu, nous sommes au-dessous du niveau de la mer. Mais ces capacités permettront donc d'être toujours plus performants dans l'accueil de ces grands événements. Alors, 164 sociétés sont partenaires, parmi lesquelles des start-up, des grandes sociétés, des PME, des grands groupes industriels français, européens, nord-américains, asiatiques.
toute la société numérique est bien entendu bien représentée. Alors le contexte international, bien sûr, nous l'avons tous en tête. La cybersécurité, comme je l'ai dit tout à l'heure, est une menace permanente. Elle prend aujourd'hui une acuité toute particulière et nous prenons partout toutes les mesures qui doivent être nécessaires. Et votre rôle est essentiel, bien évidemment, en termes de vigilance, en termes de propositions, pour que l'ensemble des partenaires puissent disposer dans leur fonctionnement au sein des entreprises, au sein des services publics, au sein de l'ensemble des entités, des capacités nécessaires pour répondre aux cyberattaques. Nous sommes dans un contexte où la désinformation, tout ce qui apparaît dans les réseaux sociaux, mais aussi les menaces que subissent non seulement les États, mais des organismes particulièrement importants. On l'a vu en France il y a quelque temps avec les organismes, avec certains hôpitaux, par exemple. Nous avons à la fois des groupes criminels, mais d'autres aussi, peut-être des groupes étatiques qui s'attaquent à d'autres, et notamment des entreprises de taille intermédiaire qui peuvent être des cibles particulières parce que pas suffisamment bien armées, mais aussi des attaques sur des infrastructures qui sont essentielles pour la vie du pays, des pays. Alors tout cela interroge bien entendu sur l'efficacité de nos systèmes au sein de l'espace numérique. Sommes-nous suffisamment performants? Sommes-nous suffisamment efficaces? Il faut donc toujours redoubler ces efforts de sensibilisation vers les plus fragiles, renforcer aussi les aides pour sécuriser les systèmes d'information et pour les autres de maintenir dans la durée les travaux nécessaires pour rendre leurs infrastructures toujours plus performantes. La principauté est un petit État, c'est un des plus petits du monde à part le Vatican, c'est aussi un État qui a la plus haute densité démographique du monde, et c'est un État qui, au-delà de la taille qu'il peut avoir, du fait de son exposition médiatique, du fait aussi de ses prises de position, celle de notre souverain, notamment en matière environnementale, est un territoire sensible. Et nous devons tout mettre en œuvre pour faire en sorte que nous ayons les moyens de nous défendre, si nécessaire, face à des cyberattaques. C'est pour cela que nous avons installé une autorité monégasque de sécurité numérique, dont le directeur est ici présent, et qui a pour mission, effectivement, de proposer toutes les mesures nécessaires, mais aussi de veiller à leur parfaite application dans les différentes entités. Et puis, nos services sont mobilisés, bien entendu les services de sécurité, la direction de la sûreté publique, tous ceux qui doivent concourir à la prévention, voire à la répression de ces actes criminels sont parfaitement mobilisés ici. Je profite pour saluer Madame la secrétaire d'État à la Justice qui est ici. Donc, soyons tous vigilants. Vous avez 3 jours de travail. Inévitablement, après ces 3 jours, vous aurez appris des choses essentielles. Ne serait-ce qu'une seule chose essentielle, dans un colloque, dans un cycle d'études, dans une rencontre, dans un grand événement, ça suffit parfois pour que le séjour soit parfaitement bien valorisé. Donc, bons travaux à tous et merci encore. Merci beaucoup. Ces mots sont touchants, encourageants. Je pense que vraiment la communauté en a vraiment besoin. Et maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir en scène une personne qui va nous présenter le programme de cette conférence d'ouverture. Donc, j'ai le plaisir d'appeler Florence Pubaron, notre directrice des contenus et de la communication. Bonjour à tous. Alors, je ne vais pas vous le répéter, enfin si, je vous le répète quand même, on est quand même super content de vous voir, on est ravis d'avoir un amphithéâtre plein, et en effet, merci beaucoup, parce que
Ce sont 3 jours de travaux qui vont être intenses parce qu'on a un très très beau programme. On a d'abord un très beau programme pour cette conférence d'ouverture parce qu'on va avoir 3 temps forts. Donc une première partie avec Christian Lieflander qui est le directeur de la section cyberdéfense de l'OTAN. Donc on est très géopolitique sur cette conférence d'ouverture, mais on l'a dit depuis quelques minutes et vous le savez, vous le vivez, on est quand même sous la géopolitique a pris une très grande importance, d'autant plus cette année. Donc avec Christian, on va voir aussi ce qu'il en est. Deuxième partie, le directeur général de l'ANSSI, est-ce qu'il faut encore le présenter, Guillaume Poupard, que je remercie d'être venu à Monaco. Et dans le troisième temps fort, ce sera une table ronde que nous allons faire donc, avec Christian Lieflander, Guillaume Poupard et Thierry Auger, qui est le président des Assises de la cybersécurité 2022. Alors tout de suite, je laisse la parole à Christian Lieflander. Please. Christian. Good afternoon, Prime Minister, distinguished visitors, ladies and gentlemen, colleagues, friends. Let me state from the get-go that I'm really delighted to be here in Monaco and here on this stage at Les Assises, I think a flagship event for a complex issue. It has been a while since we've been together in person, yet here we are together again today, grappling with the persistent challenges, but also the unparalleled opportunities of cyberspace and the emerging and disruptive technologies it enables. So I'm grateful to be part of this family, and I'm grateful to be part of this strong cyber community. Thank you for having me. I think this conference also comes at an unprecedented time. We face a profoundly changed security environment. As you have seen, cyberspace has been central to the war in Ukraine. It has been used to shape the battle space. Cyber attacks were used to lay the ground for the invasion, to disable Ukrainian communications and the ability of the government to communicate with its people. Also to distort the narrative through disinformation. In recent months, we've seen cyber attacks with data wiping malware continuing to target Ukrainian entities in government, commercial, and energy sectors to paralyze computer systems. And I think you have all seen sort of the cascading events as well, as some of this malware has gone beyond Ukraine's borders. The hack of the KSAT satellite network, for example, affected internet connectivity for tens of thousands of people across Europe. Now, many NATO allies have attributed this attack to Russia, condemning the attack in strongest terms. We have also seen failed attempts to disrupt the Ukrainian power grid, which could have left millions of people in the dark. And in recent days, of course, we have seen further warnings from our governments against potential cyber attacks that could take place against our national critical infrastructure in response to support that has been provided to Ukraine and the sanctions that have been applied against Russia. So I thought that given this moment in time, I would like to reflect on 3 key themes. First, on the strategic importance of cyber for current and future conflicts. Second, what are we doing about it? And what more, in my opinion, we could do collectively to respond to this changed security environment. And third, last but certainly not the least, I think the role of cyberspace and the emerging and disruptive technologies it enables. So a look ahead, if I may say so. So that is going to be my case to you today. First, some observations regarding the world around us. It is clear that the Euro-Atlantic area is not
at peace. The Russian Federation has violated the norms and principles that contributed to a stable and predictable European security order. Indeed, nowadays we cannot discount the possibility of an attack against Allied sovereignty and territorial integrity. Strategic competition, pervasive instability, and recurrent shocks define our broader security environment. The threats we are faced with are global and interconnected. What you also see is authoritarian actors challenging our interests, values, and democratic way of life. Strategic competitors that test our resilience and seek to exploit the openness, interconnectedness, and digitalization of our nations. They interfere in our democratic processes and institutions and target the security of our citizens through hybrid tactics, both directly and through proxies. I trust you have also seen various malicious activities that have taken place in cyberspace, as well as the promotion of disinformation campaigns, instrumentalizing migration and manipulating energy supplies and employing economic coercion. In other words, many of these actors are also at the forefront of, I think, a deliberate effort to undermine multilateral norms and institutions and to promote authoritarian models of governance. So what does that all mean for us that are collected in this room today? I think what you're looking at is, and the challenge that we have ahead of us, is this long-term strategic competition with actors that have quite often become skilled at operating below the threshold of armed conflict to advance their strategic interests. What we see is many of these actors taking quite careful steps to design around deterrence and pursue their strategic interest in areas with blurred thresholds of tolerance. We are challenged with deniable hostile actions that quite often seeks to undermine trust and confidence in democratic institutions, social fabrics, and the global economic system. And why does this matter? What I think you need to sort of think about when trying to understand what's the so what in this whole proposition, and what is of critical importance, in my opinion, is that these operations, short of armed conflict, can have cumulative impact at the strategic level. Put simply, these operations can degrade or damage sources of national power. And I think all allies and companies that are dependent upon cyberspace will therefore be affected. What this means also for this conference over the next 3 days is that we need to see cyberspace for what it is, a contested space. And unlike other domains, it is always on. You cannot just switch it off. There is constant friction and continuous activity, a blurring of the lines between peace, crisis, and conflict. In other words, we are not dealing with a hypothetical flaw that comes once in a century, but we are dealing with a permanent contestation of that space. And I think these unique characteristics should also challenge our traditional thinking. In other words, it is not possible to prevent and deter all cyber activities. So we need to shift our thinking towards a more proactive approach. Cyberspace is a means to achieve strategic effects. Now let's go back to the Ukraine very briefly. The scale of the pre-kinetic destructive cyber operations that took place in Ukraine, I think, was quite unprecedented. Indeed, initial observations suggest that cyber means can achieve effects and may not necessarily take the form of a shock and awe, a singular event, but through a more insidious and persistent campaigns that take years. As Russia's invasion of Ukraine began, I think the importance of cyber as an enabler and a complement to traditional kinetic war became apparent. But it is also a domain where effects can be achieved in their own right.
and I recommend you need to think about it that way. Finally, cyberspace is a shared space with many actors, not just governments. During the war in Ukraine, we have seen the private sector, in essence, many of you, taken up a critical role in defending against cyber attacks. Now, we've been talking about public-private partnership for years, let me be honest. But I think the events of the last months truly have seen a new level of engagement between public and private sectors to advance international peace and security. And so, to me, an initial key takeaway from the war in Ukraine is that cyberspace is an area of strategic competition and conflict between states, and that cyberspace can only be defended and secured in a collaborative spirit. Let me now turn to a second theme. How should we respond to this changed security environment? I think the Ukrainian cyber defense teaches us all a lesson that in cybersecurity, the defender also has a significant role to play. In many ways, you can choose how vulnerable you want to be and you can be to attacks. I would say that Ukraine has provided us with the clearest demonstration to date that a strong and effective cyber defense can be mounted even against an adversary as well prepared and resourced as the Russian Federation. There's a huge amount that countries, organizations, companies can learn, in my opinion, from the Ukrainian cyber defense about preventing cyber attacks from taking hold or minimizing the impact if they do get through. And central to this, in my opinion, is a commitment to long-term resilience. Building resilience means you don't necessarily need to know where or how the threat will manifest itself next. Instead, you should prepare so that most threats will be unable to breach your defenses. And when they do, you should be able to recover quickly and fully. So effectively, we should be operating at the heightened threat level, once again going back to the whole idea that cyberspace is always on. This includes taking measures, such as verifying all software is up to date, checking backups, and preparing an incident plan and exercising it at the board level. This is not a technical issue. Once again, it is very much a strategic issue. Doing the basics right, I can tell you that it is very often not about the use of exotic zero-day vulnerabilities, but also about very simple things that will get the malicious actors in your networks. Now, I recognize that there may be organizations out there that are thinking, is this still necessary? After all, we haven't experienced a major incident related to the war in Ukraine. My answer is a simple yes. In response to significant battlefield setbacks in the last weeks, we have seen Mr. Putin react in unpredictable ways. So we shouldn't assume that just because the conflict has played out in one way to date, it will continue to go the same way. There is still a real possibility that Russia could change its approach in the cyber domain and take more risks, which would cause and could cause more significant impacts to us all. We have already seen, and I have already mentioned, the case of Viasat, the conflict causing significant impact outside the borders of Ukraine. And increasing organizational resilience in response to the threat from Russia doesn't just increase resilience to attacks from Russia, let me be clear. It raises the bar against all threats, such as criminally motivated ransomware, in a non-escalatory way. So all of us, and I count myself with you in this room, that do network defense, I think should be prepared for this period of elevated alert to be with us for the long haul. Once again, we need to focus on building long-term resilience and managing cyber threat at the board level. The organization that I represent here today, NATO, is no different. Allies have recognized cyber defense as part of NATO's core task of collective defense. In line with NATO's defensive mandate,
allies are determined to employ the full range of capabilities at all times to actively deter, defend against, and counter the full spectrum of cyber threats. And if necessary, allies will impose costs on those who harm them. We're also making greater use of NATO as a platform for political consultations, sharing information, yes, and concerns, exchanging national approaches, as well as considering possible response options collectively. To support these collective efforts, allies are also bolstering their national resilience. Once again, if there's one word you take out of it, it's the resilience piece. In the face of potential cyber incidents targeting, especially now, critical infrastructure. Through one of our existing tools, NATO Cyber Defense Pledge, we see continued investments in national strategies, capabilities, and skills. Looking beyond borders, we also want to work closely with like-minded partners and organizations. And here I would like to highlight the role of the European Union. Let me be very clear in saying that the European Union is a unique and essential partner for NATO. NATO allies and EU member states share the same values. NATO and the EU play complementary, coherent, and mutually reinforcing roles in supporting international peace and security. And here, unashamedly, I would like to recognize the role of Guillaume Poupard, our next speaker, for his efforts during the French presidency of the EU, and specifically in pushing through and getting the NIS2, the Network and Information Security Directive, done. I think this has contributed a lot to the long-term cyber resilience of this continent. But still, as I look ahead, I think there are a few areas where I believe we need further action. And here I'm talking about the partnerships. Partnerships that span civilian and military fields, public and private sectors, and national and international spheres. Defending our values and the rules-based international order will be a collective effort. Yeah? So too is capacity building and helping others to shore up their defenses. A second area, in my opinion, should focus in particular on engagement across public and private sectors. I mentioned at the outset the important role many private sector actors are playing in Ukraine to respond to incidents and share information, ensure backups of data, and keep systems up and running. And I think this engagement is remarkable, but it needs to be further embedded within our longer-term approach to tackling persistent malicious cyber activities and campaigns. With that, let me move to my last part, the last part of my speech. And with that, let me look to the future. As already discussed, I think cyberspace and the emerging and disruptive technologies it enables will be at the core of strategic competition between states. You have technologies such as artificial intelligence, autonomous systems, big data, biotech, and quantum that are going to change the world and our everyday lives. They are also changing the way we operate. They provide us with new opportunities, helping us to become more effective, resilient, and sustainable, but they also often represent new threats, which is why I believe we have to place a priority on fostering and protecting our technological edge. I think it would be too short-sighted to address technological adoption only through the lens of cyber defense and security. So our efforts must keep pace not only with the dynamic threat landscape, but also with rapid technological change in broader terms. Last year, and just to tell you that we do not only sort of talk the talk, but we walk the walk as well, allies in NATO agreed to undertake quite an ambitious effort on emerging and disruptive technologies. So we're looking at AI, biotech, quantum, energy propulsion, novel materials, manufacturing, and space. And when I speak of these technologies and disruption, I refer both to the potential to harness these technologies and also about the urgent need to safeguard against the threats heightened by the technology. I think our goal should be to adopt these technologies as quickly and uniformly as possible, while reflecting the shared democratic principles and adhering to the principles of responsible use. Now, this requires new ways of thinking and working together.
we need to get out of our comfort zone. So there needs to be a shift from public sector, I think, to privately driven innovation ecosystems concerning technological innovations. To put it bluntly, I think we will increasingly rely on collaboration with the private sector to advance in technological terms. What separates us from our potential adversaries is that we pursue innovation and adoption, such as in the area of AI, while upholding our democratic norms and values and ensuring respect for international law. So in an era of strategic competition and conflict, maintaining and sharpening our technological edge, I think, will be a decisive element if we want to protect our business assets, our citizens, and our values. In conclusion, I would like to leave you with one thought. International stability has been challenged in recent months. Peace on the European continent has been fundamentally shattered. There is war on a scale and of a nature we thought belonged to history. Here, as discussed, the ever closer coordination between NATO and the European Union, I think, has been critical for dealing with the current crisis. You've seen many member states, many allies, imposing unprecedented sanctions on Putin's war machine. Countries from Switzerland to South Korea have applied sanctions, and hundreds of international companies have pulled out of Russia. But to me, when I look at it, these massive sanctions remind me of one of the important lessons from this conflict, that we should not trade long-term security needs for short-term economic interests. The war in Ukraine demonstrates how economic relations with authoritarian regimes can create vulnerabilities. Over-reliance on the import of key commodities like energy, risks created by exporting advanced technologies like artificial intelligence, and weakened resilience caused by foreign control over critical infrastructure like 5G. So international trade has undoubtedly brought great prosperity, but we must recognize that our economic choices have consequences for our security. To me, freedom is more important than free trade. The protection of our values is more important than profit. Thank you very much. Thank you very much, Christian. Thank you. Merci beaucoup pour ces paroles extrêmement intéressantes et je pense que ça a dû être en résonance pour beaucoup d'entre vous. On y reviendra tout à l'heure. Donc là, maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume Poupart, directeur général de l'ANSSI, donc du plateau de quotidien à la grande salle des assises de la cybersécurité. C'est à toi, Guillaume. Merci beaucoup. Ouais, c'était cool le quotidien. Moi, j'ai bien aimé. Bien, mais bonjour à tous. Merci encore aux Assises et à DG Consultant pour ce rendez-vous rituel particulièrement important. Et en fait, en quelques minutes, je ne vais pas faire de bilan, je te dis pour nos amis de la presse. Donc, épargnez-moi il fait son bilan, épargnez-moi il règle ses comptes. Ça peut se faire, ça, mais je ne fais pas ça en public. Non, je voudrais qu'on se tourne ensemble vers le futur, finalement, comme on le fait depuis des années. Et se tourner vers le futur, c'est se poser la question de comment, dans le contexte que Christian a décrit de manière à la fois effrayante, mais particulièrement juste, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que chacun soit en mesure de se protéger au juste niveau et que chacun puisse recevoir la protection qui lui est due. Et quand je dis chacun, c'est depuis la grande entreprise du CAC 40 ou l'entité la plus sensible de l'État, jusqu'aux citoyens, en passant par les ETI, les collectivités locales, les PME, tout le monde. Et aujourd'hui, on n'y est pas. On n'y est pas, bien évidemment, alors que tout le monde est concerné. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et en fait, pour être capable d'adresser un champ aussi large, bon, ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas de solution qui réponde à tout.
Si certains au niveau du salon vendent ça, méfiez-vous. Les solutions magiques qui répondent à tous les problèmes, ça n'existe pas. Ce qu'il faut, c'est être capable d'adapter des idées pour faire en sorte que ce soit véritablement efficace et que le coût soit minimal pour une efficacité maximale. Et je pense que dans les mois, les années à venir, on a un enjeu très fort à changer d'échelle, à changer de braquet, dans plein d'items, dans plein de champs que l'on connaît déjà, qu'on a déjà en partie exploré, heureusement. On ne commence pas aujourd'hui, mais c'est ce changement d'échelle qui nous permettra d'atteindre l'objectif où on n'est pas aujourd'hui, qui est d'être capable d'apporter à chacun les moyens de se protéger et les moyens de sa protection. Donc j'en ai fait une liste. Le temps passe très vite, donc je vais faire uniquement les têtes de chapitre. On pourrait passer l'après-midi ensemble à en parler, mais ce n'est pas l'objectif. Et dans cette liste, on voit qu'il y a des tas de thématiques extrêmement variées. Donc vous allez m'excuser, cette liste à l'après-vert. Mais je pense que c'est important de bien se rendre compte que notre cybersécurité, elle ne passe pas par un domaine d'excellence, un sujet sur lequel on mettrait tout, mais bien par cette capacité à traiter toute une mosaïque hyper complexe de sujets. Le premier sujet, c'est le sujet réglementaire. Vous connaissez notre passion pour la réglementation. En l'espace de plus de 8 ans, j'ai acquis la conviction que bien utiliser la réglementation, c'était quelque chose d'efficace. Il ne faut pas oublier la condition, évidemment. Et cette réglementation, aujourd'hui, on la porte à l'échelle européenne. Christiane rappelait le travail fait pendant la présidence française de l'Union européenne sur toutes les négociations autour de la directive Nice 2, c'est déjà la deuxième. Et le fait d'avoir une approche ambitieuse, réaffirmée, bien plus ambitieuse encore que la précédente, encore plus homogène que la précédente, pour couvrir en Europe tous les secteurs critiques, et malheureusement on sait qu'ils sont nombreux, et que dès qu'on en oublie un, c'est là que se produit la catastrophe, eh bien cette approche réglementaire, elle est absolument essentielle. Donc le travail a été fait au niveau européen, à nous maintenant de le transposer au niveau national, c'est ce qu'on va faire dans les mois qui viennent, et puis surtout de faire fonctionner ça en réseau, en coopération à l'échelle européenne, et je ne suis pas inquiet parce que sincèrement, cette volonté des 27 et de la Commission à avancer de pair sur la cybersécurité, il est absolument remarquable. Deuxième sujet, en termes de prévention, on a encore de très gros efforts à faire pour permettre à chacun de prendre en main sa prévention. Alors pour les grands groupes, pour les OIV, les OSE, la réglementation y a beaucoup aidé. Et je ne suis pas inquiet parce que ce sont des structures qui ont la capacité à gérer du risque, à gérer des systèmes complexes. Et même s'il y a encore des progrès à faire, probablement à certains endroits, la chose est là. Si maintenant on se tourne vers des collectivités locales, par exemple, qui continuent à se faire attaquer, ou vers des PME, des ETI, quand on leur dit, attendez, la base de la base, c'est de faire une analyse de risque et d'homologuer tous vos systèmes, en général, on les a déjà perdus. Non pas qu'ils n'ont pas envie de faire, non pas qu'ils n'ont pas envie de se sécuriser, mais tout ça est dur d'accès, objectivement. Alors, je fais l'auto-promo pour l'ANSSI, mais on va sortir bientôt, dans quelques semaines, un truc qui s'appelle Mon service sécurisé, qui vise à guider, notamment les acteurs publics des collectivités locales, c'est notre cœur de cible, pour leur dire, ben voilà, vous voulez faire un site web, vous voulez faire une appli, vous voulez être capable d'utiliser des moyens modernes pour échanger avec vos administrés. Ce serait bien que ce machin-là il soit sécurisé. Sinon, le retour de bâton va être terrible. Évidemment, on ne vous demande pas de devenir des experts de la méthode, des bio-CRM, de faire tout ça. Ça n'a pas de sens, ça ne passe pas à l'échelle. Donc, avec une start-up d'État, dans le cadre de tout un programme qui existe, on est une des start-up du programme beta.gouv, eh bien, on a développé quelque chose qui se veut simple, qui se veut accessible, et qui va permettre au plus grand nombre d'aller homologuer, comprendre la sécurité, la mettre au juste niveau pour ces systèmes qui sont relativement simples, objectivement. Donc en guidant les gens, en comptant sur leur enthousiasme et leur intelligence, qui est réelle, eh bien, ce système, ce service, va leur permettre de enfin prendre en compte leur sécurité. Donc voilà, rendez-vous quand ça va sortir, mais je trouve ça moi, personnellement absolument remarquable, même si évidemment je ne suis pas objectif. Et ça doit nous donner une idée de comment est-ce qu'on fait pour mettre les outils de sécurité
à la portée certes des spécialistes, mais également du plus grand nombre. Autre sujet qui doit passer à l'échelle, c'est le sujet industriel. Alors là, pour le coup, on est bien placé. On continue à développer des référentiels de sécurité et de la qualification de services de sécurité. On y croit également beaucoup. Ce qui ne veut pas dire que tout ce qui n'est pas qualifié est forcément mauvais et inutile. Ce serait stupide. Mais le succès des PASI, des P10, des PRIS, je jargonne exprès, fait que continuer à construire comme ça des référentiels nous paraît absolument essentiel, surtout de les peupler. Et les peupler, c'est vous, les industriels qui êtes dans la salle, qui les peuplez, ces référentiels. Et donc on a notamment les PAMS et les PACS, pour les amateurs d'acronymes, donc les prestataires d'administration et de maintenance sécurisée, pour les PAMS, donc en gros ceux qui administrent les systèmes, c'est sensible. Et puis les PACS, les prestataires d'accompagnement et de conseil en sécurité. On aurait dû commencer par celui-là, historiquement, mais on le fait en dernier, c'est pas grave. Ceux qui sont là pour conseiller, y compris sur les méthodes de gestion de crise, eh bien, ces référentiels arrivent à maturité. Je ne rentre pas dans le détail, mais l'idée, c'est d'avoir très bientôt des process avec des listes de prestataires qualifiés vers qui on va pouvoir se tourner pour aller chercher et de l'administration sécurisée et du conseil. Quatrième point, le cloud de confiance. J'hésitais à en parler parce que chaque fois que j'en parle, ça finit mal. Parce qu'on est dans un système où il y a une espèce d'injonction qui fait qu'on doit choisir son camp entre celui des Gaulois réfractaires, qui voudraient être certains que chaque transistor et chaque bit a bien été conçu en France, par des bons Français, et ceux qui considèrent au contraire que tout ça est totalement mondialisé et que toute approche qui pourrait ressembler à une forme de souveraineté est vouée à l'échec, voire au pire critique, notre système d'accords commerciaux. Non, je suis désolé. Il y a un juste milieu entre ces deux extrêmes. Et cette injonction de devoir choisir son camp, elle est parfaitement insupportable. Et ce juste milieu, alors ça c'est personnel pour le coup, je reste convaincu que l'obsession de notre souveraineté nationale européenne doit bien rester une obsession. Et malheureusement, les faits nous donnent raison dans plein de thématiques. Et le secteur numérique ne doit pas y échapper, surtout pas, puisqu'il est quelque part de plus en plus le support de tous les autres secteurs. Donc la souveraineté, ça doit être une obsession. La souveraineté, c'est quoi? C'est maîtriser les choses. C'est décider de son avenir. C'est de ne pas être entre les mains des autres. Adversaires, évidemment, ou alliés. Et donc pour faire ça, il faut une approche très pragmatique, très ambitieuse. Il faut pousser nos startups, nos chercheurs, nos industriels à être compétitifs. Évident qu'on a tous les éléments, tous les cerveaux pour faire ça. Il faut avoir une approche des questions de technologie qui soit la plus rationnelle possible. Dans le domaine du cloud, on s'est posé cette question, c'est quoi la rationalité de la sécurité du cloud? Ça donne un truc qui n'est pas fun à lire, c'est le référentiel Secnum Cloud, mais faites le travail, vous allez essentiellement tomber sur la même chose. Donc il faut se tenir à distance de la passion, même si on est tous animés de passion, pour essayer d'objectiver au maximum les choses. Le but du jeu, à la fin, c'est évidemment notre sécurité et notre souveraineté. Et après, il y a différentes manières de l'obtenir, et je pense qu'on ne peut pas s'offrir le luxe d'écarter telle ou telle manière d'y arriver. C'est la somme de tout ça, peut-être qu'un jour on fera des choix, mais pour l'instant, on ne peut pas s'offrir le luxe de faire des choix. Rien à voir, très important, le territorial. On s'est beaucoup concentré au départ, mais à culpa, mais il faut bien faire des priorités, sur les acteurs les plus critiques, les plus sensibles pour la sécurité nationale. Ces acteurs, pour nous, je ne cache pas que c'est assez facile de les rencontrer sans passer le périph'. Enfin, le périph' parisien. Ce n'est pas suffisant. On le sait depuis le départ, mais c'est d'autant plus vrai. Le côté territorial est absolument essentiel. Question, comment on passe à l'échelle au niveau territorial? Eh bien, passer à l'échelle au niveau territorial, c'est reprendre des idées qui peuvent fonctionner à l'échelle nationale ou pour des niveaux critiques et les porter à un niveau territorial plus proche. Grâce au plan de relance, on a notamment financé des CSIRT régionaux, des centres opérationnels régionaux.
Financer, ça veut dire quoi là? On donne un peu d'argent, on fait de la formation, on intègre ces équipes dans le réseau des CICERT qui fonctionne très bien en France, et on espère bien que ça va permettre d'atteindre des cibles que l'on traite mal aujourd'hui. Celles que je mentionnais tout à l'heure, des collectivités locales, des ETI, des PME. Aujourd'hui, 12 régions sur 13, il y a une énigme dans ce que je viens de dire, 12 régions sur 13 ont contractualisé, sont FANA pour construire l'Inter-CICERT. Et avec les préfets de région, avec les conseils régionaux, eh bien, il y a une dynamique régionale extrêmement forte que je trouve formidable. Au niveau de l'outre-mer, qu'il ne faut surtout pas oublier, parce que là, pour le coup, la criticité elle est souvent multipliée par 10. Au niveau de l'outre-mer, on est en train de développer des centres de ressources régionaux, parce que très souvent, ce qui manque outre-mer, c'est justement cette ressource qui est plus facile à trouver en métropole, parce que, voilà, pour des raisons simplement géographiques. Ces centres de ressources vont permettre de mutualiser les moyens. Et ça va permettre d'apporter des solutions. Donc, ce n'est pas tout à fait des CICERT, mais c'est exactement le même état d'esprit. Donc, je crois beaucoup au fait de développer, de changer d'échelle par ce développement territorial également. Changement d'échelle également, ce qu'il faut, c'est continuer à parler au plus grand nombre. Alors, cybermalveillance.gouv.fr fait ça avec un talent fou, et doit le faire encore plus, et doit parler encore plus au plus grand nombre. Enfin, bon, je suis un peu pénible quand j'ai l'impression que c'est pas qu'une impression, d'ailleurs, je radote un peu, mais voilà, c'est très important, parce que cybermalveillance doit être connue de chaque Français. Ce n'est pas encore le cas, ça progresse vachement, mais ce n'est pas encore le cas. Et puis, parler au plus grand nombre, c'est également utiliser des moyens qui, justement, voilà, différents pour atteindre. Et dans ces moyens, alors il y a toute la com qu'on peut faire et tout ça, bien évidemment, et il y a également ce que l'on peut écrire. Et donc je vais me permettre de faire de la pub pour 3 bouquins. Alors le premier que j'ai eu tout à l'heure, de Pierre-Luc Réfalo, La cybersécurité par les nombres. J'aime bien les nombres en plus. Donc en plus soutenu par les assises présentées au Before. Je ne l'ai pas lu, je l'ai lu tout à l'heure, mais ça m'a l'air particulièrement bien. Et connaissant Pierre-Luc, je ne doute pas de la qualité du bouquin. Le deuxième, c'est celui de Jérôme Billois, qu'on connaît tous. Qui ne connaît pas Jérôme? Qui a fait un travail absolument remarquable, avec un ouvrage exceptionnel. C'est celui que je vous conseille d'offrir à Noël pour arrêter d'avoir à expliquer ce que vous faites dans la cybersécurité. C'est notre cauchemar à tous, hein. Mais tu fais quoi vraiment en pratique? Donc voilà, vous leur offrez le bouquin, et Jérôme fera ça à votre place, avec le talent qu'on lui connaît. Et puis le troisième, c'est un roman. Je devrais vous quitter pour aller remettre ce soir le prix du roman cyber. Ça existe. On fait ça avec des amis. On a de plus en plus de livres, évidemment, qui parlent de cyber, d'œuvres en général, mais de romans en particulier. Et donc ce soir, on remettra le prix 2022 du roman cyber à un livre de Christophe Agnus qui s'appelle L'Armée d'Édouard, que je vous recommande. Alors ça pourrait se lire à la plage, hein, mais c'est pareil, c'est une autre manière de parler du sujet, et c'est important de ne pas être que dans le formel. Il me reste 13 secondes, ça va être terrible. Changer d'échelle, c'est également travailler l'écosystème. Donc, les assises le traduisent d'année en année. L'écosystème, il s'agrandit, c'est formidable. Il va falloir pousser les murs. Je suis ravi que l'annonce a été faite. Le Forum Grimaldi va pousser les murs. Mais il faut vraiment faire ça de manière exponentielle, fondamentalement. Et ça passe par les initiatives que l'on connaît. Ces campus qui se développent dans différentes régions. Le campus cyber, dont je suis ravi du développement à Paris, sous l'impulsion de Michel Vandenberg et de son équipe, à une vitesse incroyable. Voilà, ces 26 mètres carrés, ils sont occupés. Allez-y, c'est une vraie ruche. Et on y voit des choses. J'y étais hier soir pour des pitchs de start-up portés par le Cyber Booster. C'était juste génial. Donc, ces initiatives-là, c'est pas de la mousse. Là, on est vraiment en train de construire les fondations grâce à ça et chercher des moyens de travailler différemment ensemble. Et ce qui se fait dans d'autres régions, ce qui se fait à Rennes, évidemment, et ce qui se fait maintenant quasiment dans chaque région, est absolument remarquable. Et puis le dernier point, mais ça va rebondir finalement sur ce que disait Christiane, c'est le côté international. On ne fera pas une cybersécurité efficace pour nos entreprises, nos concitoyens, en étant franco-français. D'ailleurs, on n'est pas franco-français dans cette salle, et c'est bien. La coopération au niveau de l'Europe, au niveau de l'OTAN, n'est plus une option. On peut remercier
Vladimir d'avoir sorti l'OTAN de son état de mort cérébrale que certains critiquaient. Là, c'est bien, là, on est bien sorti. L'électrochoc a été particulièrement efficace, mais que ce soit au niveau de l'Union européenne, où la coopération est remarquable et ne demande qu'à se développer, ou au niveau de l'OTAN, on a absolument besoin, là encore, de changer d'échelle. Alors, changer d'échelle, ça ne veut pas dire aller se dissoudre dans quelque chose de beaucoup plus grand, ce serait totalement inefficace, mais c'est bien d'être capable de développer ses capacités, ce qu'on appelle le pledge dans le jargon de l'OTAN, développer ses capacités, et ensuite, chacun développe ses capacités, et ensuite on les fait travailler ensemble, ces capacités. Et ça, c'est comme ça que 1 plus 1, ça fait 3. Voilà. Je m'arrête là. Merci à tous, bonnes assises, et merci pour tout. Merci Guillaume. Alors vous restez là, on n'a pas fini, et puis on a compris qu'on a pas mal de livres à lire, ce qui est bien à l'ère du numérique, hein, on a encore le bon livre papier. Ouais, alors Guillaume, Christiane et Thierry, je vous invite à venir me rejoindre sur la table ronde. Guillaume ici, Christiane là, et Thierry. Christiane. Here. The boss side here. Alors, donc on va avoir un quart d'heure, 20 minutes d'échange, justement. Alors, on va revenir plus précisément sur cette thématique de la géopolitique, mais c'est vrai que, Guillaume, tu l'as rappelé, et merci d'avoir fini, bien sûr, sur l'international. Je me tourne donc vers Thierry Auger. Thierry Auger, président des Assises 2022. Quand tu entends le discours de Christiane, quand tu entends les propos, et tu les connais bien, les propos de l'ANSSI, c'est vrai qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir un organisme international, l'Agence nationale, un représentant des grandes entreprises françaises. Hein. Je rappelle que tu appartiens au groupe Lagardère, qui est un des fleurons des entreprises françaises. Comment justement tu interprètes les propos de Christiane? On reviendra un petit peu plus en détail tout à l'heure sur cet aspect géopolitique. Christiane a beaucoup parlé de coopération. D'ailleurs, c'est un maître mot, et c'est bien, depuis 2-3 ans, on l'entend de plus en plus. Il faut travailler ensemble, il faut coopérer. Donc on sent vraiment un appel du pied de l'OTAN, enfin qu'il représente, vis-à-vis de la communauté, des agences et puis des entreprises publiques et privées. Alors, première chose, déjà, merci à tous les deux, et je suis complètement aligné avec ça. C'est vrai que j'ai la chance d'être dans un groupe, en fait, qui est multi-activité. On a une vingtaine d'activités différentes, qui est positionné à travers le monde. Donc, ce que tu évoquais, Guillaume, je le vis, en fait, en permanence, et on a des grosses structures. Je crois que tu as ton micro. Je crois que le micro, en fait, il était pour Christiane. Qu'est-ce que ça doit faire? Vas-y. Et on a des grosses structures, et on a des toutes petites structures. Et donc, effectivement, en fait, je m'y retrouve complètement. On a besoin de vous, on a besoin de l'agence en France, on a besoin en fait de l'accompagnement de l'Europe. Pourquoi? Parce qu'on voit bien, nous, quelles sont les limites qu'on ne peut pas passer, en fait, pour lesquelles on a besoin d'être accompagné. Et donc, ce qui est fait au niveau de l'agence, qui permet justement de puiser dans un référentiel, d'être accompagné par des responsables sectoriels, on en a juste besoin parce que ça nous permet de nous resynchroniser globalement, en fait, dans le cadre du pilotage qu'on opère. Après, ce dont on a besoin, c'est de la visibilité de ce qui se passe. Pourquoi? C'est de pouvoir anticiper. On a discuté un peu avec Christiane, c'est que ma crainte, moi, aujourd'hui, groupe international, c'est les fibres internationales. Je me dis, mais si jamais, en fait, on perd ces capacités-là demain matin, comment on fait pour se reconfigurer? Donc, ça rejoint, en fait, les problématiques de résilience. C'est de dire, il faut qu'on change, en fait, de dynamique, et que, globalement, on intègre dans nos analyses de risque, on intègre, en fait, dans notre réflexion, des choses auxquelles on ne pensait même pas. Oui. Et la guerre en Russie, en fait, en Ukraine, nous a aussi démontré qu'on n'était pas assez attentif sur certaines choses. On a donné la main, en fait, à des écosystèmes. Ce sont des prestataires, ce sont des JV qu'on peut avoir en interne, et on s'est fait piquer, en fait, des capacités, on s'est fait piquer, en fait, des accès techniques, parce que d'un seul coup, les choses changent, qu'un pays prend la main, et que de ce fait, il va rapatrier chez lui tout ce qu'il peut rapatrier, quoi.
Merci Thierry. Alors, Christiane, vous avez rappelé, il y a eu des mots forts quand même dans votre discours. Hein. Alors, je les ai en français. Bon, espace contesté, brouillage de lignes. Bien sûr, un espace contesté, on est tous dans le cyberespace parce que finalement, aujourd'hui, entreprise, en tant que citoyen, public, privé, nous sommes tous dans le cyberespace. Et vous avez rappelé aussi l'importance du privé. Qu'est-ce que vous attendez de grandes entreprises? Nous avons beaucoup de représentants dans cette salle et pendant les 3 jours des assises. Qu'est-ce que vous attendez de la part des entreprises? Alors, pas forcément les grandes, hein, également. On a beaucoup de start-up. Je rappelle qu'on a un village avec 20 start-up. On a deux belles entreprises françaises qui viennent d'annoncer une belle levée de fonds aujourd'hui. Donc ça, on est très fiers que ça se fasse dans le cadre des assises. Qu'est-ce que vous attendez du privé? Let me tell you. Well, first, what I tried to sort of make clear in my speech is that I think we shouldn't treat cyber as a technical issue. It has its feet in technology, and you have to understand technology. But, well, if there was one magical word, then I would say that cyber needs to be handled at the board level. It is as much a strategic issue for us at the state level as it should be a business issue discussed at the board level. I can tell you, personally speaking, I see quite often CIOs, CISOs trying to get through to the board level because risk needs to be managed. And then at the same time, what happens is cyber is a bit of a non-rewarded risk. In other words, it tends to be raised to the bottom, and then as a CIO or a CISO, you end up being extremely busy and, well, on top of it, possibly even being blamed for the failure. So I think that the mindset needs to shift. It is a strategic issue. It shouldn't be viewed as a technical issue. So that's I think that's the sort of the challenge for all of us. When it comes to startups, I think that's the sort of the intellectual race that we have. And I mentioned some of these brilliant new technologies that hopefully are going to materialize in a not too distant future, I believe. And I think the question here is how to harness that potential, how not to lose it, how not to lose the intellectual property, and how to not lose the part where we should stand up for our values, for what we believe in, and to use that technology in order to craft the world that we live in. When it comes to the cooperation, I'd like to sort of piggyback a little bit on what was said already. I think it needs to happen at every level. Well, you kind of have to do it at the technical level, and I think events such as this are very important because at the end of the day, it's also about interpersonal trust. Yeah, we need to trust the people that we do business with. So you have to get to know who they are. You have to work with them. But it also happens at the operational level, and yes, it also happens at the strategic level. And ideally, the cooperation occurs both horizontally and vertically. What I once again hate is the view that it's being delegated to somebody as a technical issue to take care of. No, I think what we're talking about here is a mind shift. It's a different way of looking at cyber, different way of doing it, also in a collaborative manner. Bon. Thierry, rassuré par ce que dit Christiane, est-ce que le message passe bien? Est-ce qu'on est en phase? Oui, tout à fait. Bon. Enfin, globalement, il y a du travail. Je pense que lié aux discussions qu'on peut avoir en fait avec le management, enfin avec le board, il y a aussi besoin de resynchroniser les choses. Pendant des années, en fait, on a fait passer ce message que globalement, en fait, tout allait bien. Et en fait, c'est pas le cas. Et si on regarde, par exemple, les problématiques de gestion de données, typiquement, on voit bien que c'est compliqué aujourd'hui, qu'on a un effort à faire, et ça, il faut être transparent en fait vis-à-vis du management en disant voilà le temps qu'il va me falloir en fait pour faire ça, voilà l'effort en fait que tu as consentir. Est-ce que vous êtes bien aligné avec ça? Est-ce que ça correspond bien en fait aux attentes du business? Et pour moi, la donnée, c'est ce qu'a évoqué Christian, c'est de dire il faut qu'on garantisse cette disponibilité. Et je vous en parle en connaissance de cause parce que lié à cet écosystème dans lequel je vis, on a eu des soucis, enfin, typiquement un wiper sur un pays de l'Est, ils ont tout écrasé, ils ont demandé 20 millions en disant on vous redonne vos données, mais ils n'ont rien pris. Ils n'ont rien pris. Donc en fait, c'est juste la disponibilité de cette donnée désynchronisée qui sauve en fait l'activité. Donc ça, c'est vraiment le premier effort. Et quand on fait le tour, on s'aperçoit que c'est quand même
compliqué et qu'il faut aller au bout et il faut à un moment donné mettre un coup de tampon en disant en fait au management oui c'est bien fait quoi. Après on a les problématiques en fait de réglementation. On voit bien que les choses bougent violemment, que les pays en fait sont en train de créer leurs textes, sont en train de s'isoler et nous quand on réfléchit en fait au système d'information et cybersécurité, eh bien on est un peu face à un mur en se disant comment on va gérer ça. On n'a pas les technologies pour gérer ça. On voit bien en fait que ça va assez vite. Et de ce fait, un peu comme l'évoquait Christiane, il faut qu'on travaille ensemble. Il faut que globalement, et c'est aussi avec les acteurs du monde de la technologie, on puisse en fait trouver des réponses à ça, quoi. Oui. Pour reprendre ce que disait tout à l'heure Guillaume, grâce à Vladimir, ça a peut-être accéléré les choses malheureusement. Mais Guillaume, justement, d'un côté, donc, tu as rappelé que nous avons nos alliés, mais parfois nos alliés peuvent avoir aussi des comportements vis-à-vis de nous qui sont peut-être un petit peu ambigus. Donc d'un côté, une grande organisation comme l'OTAN, l'ANSSI, les grandes entreprises. Comment justement on arrive à nouer ce dialogue tous ensemble, puisqu'on a bien compris, on le dit, vous l'avez tous dit, répété, il faut travailler ensemble, il faut collaborer, c'est ensemble qu'on va réussir, si ce n'est à vaincre, au moins à mieux se protéger, et c'est fondamental. Alors comment on arrive un petit peu, je crois que tu as encore ton micro, oui. Le réflexe. L'autre jour, à côté de moi en audition, mon chef disait un État n'a pas d'amis, il a que des intérêts. Et c'est essentiel de comprendre ça. Bien sûr qu'après, il peut y avoir de bonnes relations et tout ça, et à force, on finit par en nouer des bonnes relations et on a des amis un peu partout, à titre individuel, mais c'est une notion qui s'applique aux individus, c'est pas une notion qui s'applique aux États. Donc ce qui est absolument essentiel, c'est de bien comprendre que part du bilatéral, de la relation en point à point entre les États, part du multilatéral, l'UE et l'OTAN, évidemment pour nous en priorité, voire dans des contextes totalement multilatéraux comme l'ONU, on a tout intérêt à aller porter nos messages et à aller échanger. Et toujours avec cette idée, d'abord de ne pas être naïf, parce que les naïfs, dans ce genre d'enceinte, ils se font balayer, le temps de le dire. Donc on doit être très clair sur nos enjeux, nos buts de guerre, ce que l'on veut protéger véritablement, et puis ensuite aller vraiment chercher dans cet échange la possibilité de recevoir plus au global que ce que l'on donne, non pas par égoïsme, mais par souci d'efficacité. Et ça, on le fait depuis des années, y compris avec des États où tout n'a pas toujours été totalement resplendissant, notamment en termes d'espionnage. Mais c'est pas grave, ça. Et donc, nos alliés restent nos alliés. On a un niveau de confiance, parce que c'est une confiance qui n'est pas simplement béate, mais qui est vraiment issue de l'expertise dans ce qui est échangé, qui est particulièrement élevé. Et puis, moi, je reste convaincu, alors en ce moment, c'est un peu plus compliqué, hein, mais aller parler avec nos adversaires, ça reste essentiel. C'est pas du temps perdu. Et il faudra qu'on soit capable de le refaire, très probablement. Parce que parler avec nos adversaires, leur dire « ça, c'est pas acceptable », ça, c'est… Voilà, on va pas dans la bonne direction. Voilà. Tel groupe criminel, il n'est pas assez inquiété. Ça va bénéficier à personne. Telle attaque, tel positionnement, on prend un risque colossal. Voilà. Être capable d'en parler, y compris opérationnellement. Avoir des téléphones rouges, ça n'existe pas les téléphones rouges, c'est une invention, mais justement, y compris dans les cas les plus graves, il faut être capable de se parler, parce que s'il y a des moments où on ne peut pas s'autoriser le risque d'une incompréhension, surtout avec des gens qui ne raisonnent pas toujours comme nous, eh bien c'est dans ces moments-là où il faut être le plus clair possible et être capable de se parler. Donc aujourd'hui, c'est en place pour des sujets très lourds, vous devinez. Pour le cyber, je suis convaincu qu'il faut le faire également. Donc en prévention, en lutte contre des menaces communes, la coopération elle est essentielle. Et en réponse à un incident, être capable de parler avec ses amis, avec ses alliés, ses partenaires et avec ses adversaires, c'est absolument essentiel. Christiane, vous êtes d'accord sur ces propos? I think actually diversity is our strength, and what indeed Guillaume is also talking about is the importance of the homework. In other words, if you don't know where you're going, every road will lead you there. You kind of have to do your homework, and you have to know what is it that you want out of these relationships, and what are the political objectives in this regard. And we have many different voices, and I think that's quite okay. Except that I think our voices and our differences of opinion are minor if you compare them to perhaps some other
particularly state-centric views on the future of the internet. So I think as long as we indeed sort of have these conversations and continue to improve our understanding and also understanding of each other's positions, I think we're fine. I think that at the end of it, and the underlying theme here, I think, is the values. Right? Technology quite often is value agnostic. What matters is what you do with the technology, and here's where we have much more in common with each other than you might think of. Yeah. Thierry, tu voulais peut-être, toi, par rapport à ces positions, rajouter quelque chose. Oui, juste peut-être rebondir sur des points qui ont été évoqués. C'est qu'aujourd'hui, on souffre, en fait, parce qu'on a un vrai problème, en fait, de ressources. C'est vrai que c'est compliqué. Donc, la technologie, c'est aussi l'innovation et c'est aussi, en fait, l'opportunité de réfléchir et de se dire comment je peux diminuer, en fait, le spectre de solutions technologiques en embarquant, justement, des solutions de nouvelle génération qui vont couvrir en fait différents aspects et de ce fait limiter la charge que j'ai en fait à prendre en compte au sein de moi ici. Et donc ça, je pense qu'en fait cet effort-là, il faut vraiment le faire. Et puis aujourd'hui, alors là je parle pour moi, mais parce que ça nous intéresse et ça rejoint aussi ce que tu évoquais Guillaume en disant il faut aider en fait les plus petits et nous des petits on en a dans notre écosystème. Eh bien c'est d'augmenter mais d'une manière drastique en fait tout ce qui est monitoring, surveillance, détection. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que d'aller chercher des choses qui peuvent nous impacter, ça peut être très compliqué. Par contre, avoir des solutions technologiques qui vont nous alerter quelques jours, quelques heures avant, ça peut nous sauver, quoi. Donc, c'est des choses qu'on a en fait énormément développées en se disant ça nous permet de récupérer de la valeur tout en limitant en fait les charges associées, quoi. Alors peut-être une dernière question, et je vais commencer par toi Thierry. On a parlé de démocratie, on a parlé de souveraineté, bien sûr ce sont des notions fondamentales. Quand on est une entreprise privée, et tu l'as rappelé, tu es sur les 5 continents, peut-être 4 continents, 5. Comment on arrive aussi, en tant que RSSI, à faire en sorte, non seulement de respecter le réglementaire, d'avoir cette souveraineté, et bien sûr, la démocratie, elle est essentielle. Christiane l'a rappelé, c'est le fondement. On voit ce qui se passe dans les pays qui ne sont pas démocratique ou très peu ou pas assez, mais quand on doit gérer des données, quand on doit gérer des business, est-ce que c'est compatible aussi ? C'est compatible ou ça ne l'est pas, et on l'est ou on ne l'est pas. Et je veux dire par là qu'en fait, par moment, on prend des travers, ou par moment, en fait, on sait qu'on est en décalage par rapport à une législation existante, mais quelque part, en fait, on n'a pas le choix. Moi, aujourd'hui, ce qui m'impacte le plus, c'est de ne pas avoir une crypto dont le secret m'appartient et qui soit transparente, en fait, sur les socles applicatifs dont on a besoin, et en se disant, typiquement, en fait, le secret en question, il pourrait très bien être distribué à travers le monde et que chacun nous dise, bon, ok, ce format de clé, ça me va et autres, mais il reste, en fait, propriété de l'entreprise, et surtout, parce que ça, en fait, on sait quand même le faire, mais il est interopérable et complètement transparent en fait, pour l'utilisateur final. Et c'est vraiment quelque chose que je regarde depuis, je ne sais pas, peut-être 15 ans. Et en fait, autant qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué là-dessus, en fait, on a vraiment du mal. Alors, c'est pas magique, c'est que globalement, il y a aussi des constructeurs qui sont soumis à la pression locale en fait, de leur pays, qui fait que globalement, on n'aura jamais en fait, des ouvertures d'API qui nous permettront de gérer cette protection comme on l'entend en fait, aujourd'hui, quoi. Guillaume, peut-être un mot sur ces dualités, peut-être pour certaines de nos entreprises et également en tant que directeur général de l'ANSSI. Est-ce que c'est des choix ? Est-ce qu'il y a des choix à faire ? Je ne sais pas si ça va plaire, mais de toute manière, il faut s'adapter à la réglementation locale. Et on sait très bien qu'il y a des lieux où la réglementation n'est pas favorable. Donc le deuil qu'il faut probablement faire, c'est celui d'avoir des systèmes harmonisés, mais tu viens de le dire, totalement unifiés, parce que c'est ça dont on rêve, c'est ce qui permet d'être efficace, et ainsi de suite. Mais à mon avis, si on veut être pragmatique, être capable d'être présent dans des endroits très différents, il faut accepter une forme de segmentation, voire même dans certains pays, accepter que les systèmes soient complètement coupés. Je pense évidemment à la Chine. Voilà. C'est pas, ça n'amuse personne, mais dans tous ceux qui ont essayé de passer outre et de se croire plus malins que ça, ils ont eu des problèmes, comme disait l'autre. Christiane, peut-être pour le mot de la fin de cette table ronde.
I think it's a sort of a bit of a difficult game for our industry partners and industry people, right? Because quite often you might be doing business in a particular environment that is not transparent, where the rules are not the ones that we are used to. I think the first and foremost task for us is to make sure that we don't play by these rules when it comes to our home market, right? Because with it goes trust in our companies and products and the rest of it. So I think the first and foremost task here is to make sure that indeed we stand by our values and we defend ourselves. And then indeed, I mean, the question becomes here, how do we, and that's a national responsibility, I mean, NATO as an organization doesn't deal with that. How do you make sure that this sort of domestic industry is also competitive in this regard? And, you know, I tend to agree with Guillaume's view in this regard. OK. Thank you. Merci beaucoup, messieurs. Merci à Thierry pour cette présidence des Assises 2022. De toute façon, on te voit aussi pendant les 3 jours. Merci Guillaume et merci Christiane. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir cette année. Donc, je vais peut-être appeler Maria pour la suite. Merci en tout cas, messieurs. Merci. Et la prochaine keynote à 18 h dans la même salle. À tout à l'heure.